ton bise. Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Aline. Salut Justine. Comment tu vas ? Bah écoute, très bien et toi ? Mais je vais bien, je vais plus que bien même. Je suis absolument ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée, parce que c'est toujours un plaisir de venir faire les pipelettes. Là, clairement, j'ai eu ma meilleure vie. Faire les pipelettes, c'était ça, exactement. Sans plus attendre, je pense que beaucoup de personnes qui écoutent Réveille ton bise aujourd'hui te connaissent, mais quand même, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? C'est toujours très bizarre quand on me dit ça, parce que je me dis, j'espère pas que tout le monde me connaît, sinon ce serait très bizarre, et mes chevilles, ma tête vont exploser. Du coup, je m'appelle Aline, je suis coach business et fondatrice de The Bee Boost, qui est une société en fait qui aide les entrepreneurs à se développer, à développer leur chiffre d'affaires, et clairement à vivre leur meilleure vie, à avoir plein de clients. Donc on fonctionne principalement avec des formations en ligne, du coaching, mais aussi une tonne de contenu gratuit, dont un podcast. Yes, et c'est exactement ce dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. Tu donnes énormément de contenu sur les internets, et notamment à travers de ton podcast. Et comme tu le sais, moi, le podcast, c'est aussi mon dada. Et j'ai vraiment envie de parler de ça avec toi aujourd'hui. Avec grand pour plaisir. Comprendre, en fait, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, quel est l'impact que ton podcast a aujourd'hui dans ta vie d'humaine, mais aussi dans ta vie professionnelle. Remontons un petit peu dans le temps. Quand est-ce que tu as lancé ton podcast et surtout, pourquoi ? Alors, il y a eu un départ raté et après, il y a eu le départ officiel. Tu veux que je parle duquel ? Les deux, vas-y. Les deux. Alors écoute, j'ai créé le podcast, je crois en novembre ou en décembre 2018. Donc quelques mois après la création de The Bee Boost, qui à l'époque était juste un blog, un hobby. Tout simplement parce que j'avais entendu un podcast de Antoine BM que j'écoutais beaucoup à l'époque qui disait « Oh, le podcast, c'est le format de l'avenir. » Je fais « Oh, bah cool, j'ai créé un podcast, tu vois. » Et j'avais créé un podcast, j'avais enregistré peut-être 2 épisodes, puis j'avais complètement laissé tomber parce que à l'époque, j'étais freelance, j'avais énormément de travail à côté, pas le temps, j'avais pas plus accroché que ça, et voilà. Et au final, j'ai peut-être fait 2 épisodes, et après, c'était tout. Et au final, en mai 2019, donc 6 mois après, je me suis dit, bon, là, on va réattaquer sérieusement ce podcast, et on va essayer d'en faire quelque chose. On va tester sérieusement le format pour voir si ça peut me plaire, et si ça peut m'aider à développer mon business. Et depuis mai 2019, je poste au minimum un podcast par semaine, et j'ai jamais loupé une seule semaine. Bravo. Franchement, t'as bien fait de t'accrocher. Moi, ton podcast, je l'ai beaucoup écouté, notamment les premiers. Et avant de parler de l'évolution, justement, des premiers à ce que tu proposes aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des zones de blocage ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont empêché de te sentir bien ou qui t'ont un peu bloqué dans le lancement de ton podcast ? Alors, pas vraiment dans le lancement, parce que moi, j'ai toujours été très en mode je fais avec les moyens du bord et elles viennent que pourra. Donc, je me suis jamais trop posé la question de ne pas avoir le bon micro, ne pas avoir le bon matériel. Enfin, dès le début, j'avais pas d'argent pour investir. Donc, j'enregistrais avec le dictaphone de mon téléphone. Puis ensuite, j'ai acheté un autre dictaphone. Et je pense que juste une chose qui m'a bloquée au début, c'est justement le fait que je voulais pas de micro. Parce que moi, j'enregistrais mes podcasts en marchant. Je marchais dans mon appart, je faisais des allers-retours, j'avais un dictaphone, j'étais essoufflée. Enfin, ceux qui connaissent les premiers épisodes savent que j'étais en crise d'apoplexie à chaque fois. Et en fait, j'arrivais pas à rester derrière un ordinateur avec un micro branché sur l'ordinateur. Immobile, c'était trop, ça faisait presque trop sérieux pour moi, ça m'intimidait. Et j'étais beaucoup plus à l'aise en mode format balade, quoi. Et donc, en me forçant à quelques reprises d'avoir un micro et à le faire derrière l'ordi, c'est pas mes meilleurs épisodes, en tout cas au début.
Et donc, je pense que c'est plutôt là, j'ai eu pas un petit blocage, mais j'ai dû vite trouver des solutions. Et la solution, ça a été un dictaphone à la main et les 360 pas dans l'appartement en enregistrant, quoi. Mais c'est vrai, je me souviens absolument. Je crois que même l'épisode sur les 4 accords Toltec, cette suite sur les 4 accords Toltec, waouh, mot compte triple aujourd'hui. Je crois que tu l'avais fait effectivement en marchant et on entend que t'es essoufflé, on entend que. Mais c'était hyper fluide. Moi, ça m'a jamais vraiment dérangé, mais on voit vraiment l'évolution en fait de ton podcast d'un point de vue qualité, élocution, souffle, rythme, mais aussi contenu. Et on va y venir. J'avais quand même aussi une question. Tu avais aussi commencé une chaîne YouTube. Oui. Pourquoi finalement avoir jeté ton dévolu sur le podcast, même si ton podcast est aussi disponible sur YouTube, pourquoi avoir privilégié le contenu audio au contenu vidéo ? Alors clairement parce que logistiquement à produire, c'est beaucoup plus simple pour moi le podcast, sachant que pour moi une vidéo YouTube, ça se prépare, ça se scripte, ça se monte, ça se diffuse, etc. Et clairement, je pense que déjà je suis moins à l'aise derrière la caméra que derrière un micro. Enfin, en tout cas en termes de vidéo préparée, parce que les lives et tout, il n'y a pas de souci. Mais en plus, le format pour moi n'est pas... Comment je pourrais dire ça ? En fait, dans le podcast, tu peux faire la pipelette, tu vois. Tu peux parler pendant 20 minutes, 30 minutes, etc. Une vidéo, au-delà de 10 minutes sur YouTube, ça commence à devenir compliqué d'un point de vue algorithmique. Je maîtrisais moins l'algorithme YouTube aussi. Et au final, je me suis plus reconnue dans le podcast, même si j'adore la vidéo. Pour moi, en tout cas, c'est plus fluide et plus simple. Et est-ce que, même si ton podcast est disponible sur YouTube, est-ce qu'il y a des personnes qui vont écouter le podcast sur YouTube ? Est-ce que tu as une audience réelle sur YouTube ? Il y a une petite audience sur YouTube, alors qui a rien à voir avec l'audience sur le podcast forcément, mais je crois qu'il y a 5000 abonnés sur YouTube et que le podcast fait à peu près 250-300 écoutes par épisode. C'est pas énorme comparé aux chiffres qu'on peut avoir, on en parlera peut-être après sur le podcast, mais je me dis, il suffit qu'une de ces personnes devienne cliente dans l'année et c'est bon, j'ai rentabilisé le fait de demander à une assistante de passer 5 minutes à mettre la vidéo en ligne sur YouTube, quoi. De ouf. Et du coup, c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est qu'il y avait vraiment eu un level up entre tes épisodes de début et les épisodes que tu proposes aujourd'hui. Donc, comme je disais, c'était aussi bien d'un point de vue élocution, un point de vue aisance, un point de vue rythme, souffle, mais aussi sur le contenu. Qu'est-ce que tu as fait pour progresser déjà, toi, dans tes qualités d'enregistrement, mais aussi dans la qualité de contenu ? Comment est-ce que tu as progressé là-dessus ? Sur quoi tu as travaillé ? Alors déjà, j'ai abandonné le dictaphone pour acheter un vrai micro. Meilleure idée du siècle, les gars, c'est bon. Meilleure idée du siècle. En tout cas, pour les oreilles des auditeurs, meilleure idée du siècle, ça c'est clair. Et ensuite, au niveau de l'évolution du contenu, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à cette question, parce que au final, ton business progresse. Toi-même, tu progresses, t'accompagnes de plus en plus de monde, tu prends en galon, en expertise, etc. Donc forcément, le niveau de ton contenu progresse avec toi. C'est pas qu'il y a eu un changement que j'ai opéré de manière consciente, en mode oui, il faut que je mette plus de contenu. J'étais juste au début dans un petit format, je découvre, j'y vais avec les moyens du bord et je partage un petit peu mes péripéties quotidiennes, mes leçons quotidiennes, etc. Quand on regarde les tout premiers épisodes. Après, j'ai commencé de plus en plus à travailler le contenu, en partant des besoins, des questions que je recevais le plus souvent, des besoins que je percevais, de l'expertise que je prenais aussi. Et aujourd'hui, je continue comme ça. Donc, oui, il y a eu une progression, mais j'ai envie de dire la progression naturelle que tout le monde a quand il produit du contenu, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est, quoi. Ok. Comment est-ce que tu prépares, du coup, tes épisodes ? Alors, je fonctionne, on va dire, en 3-4 temps. Premier temps, c'est j'ai l'idée. Donc l'idée, ça peut me venir soit moi de ma tête, soit d'une demande qui est récurrente. Beaucoup, c'est sur Instagram où on pose beaucoup de questions. Une idée de l'équipe, parfois aussi, ça arrive. Donc ça, après, l'idée, j'annote. Ensuite, quand il faut que j'enregistre des épisodes, parce que généralement, ça arrive quand on n'a plus d'épisodes d'avance et là, l'équipe me dit « Aline, c'est quand le prochain batching ?» Et là, je fais « Ah, il faut enregistrer. » Donc là, je vais piocher dans ma liste d'idées. Déjà, l'avantage de fonctionner dans ces 2 temps-là, c'est qu'au moment d'enregistrer, ou au moment de préparer les épisodes, j'ai pas besoin de trouver les idées. Parce que trouver des idées, c'est pas toujours très simple. Et c'est souvent quand on a besoin de le faire, qu'on commande au cerveau de le faire, que là, c'est page blanche. Tu vois. C'est ça. Donc, moi, j'ai déjà noté au fur et à mesure, c'est-à-dire des fois sous la douche, des fois dans les transports, ou des fois juste comme ça dans la journée, plein d'idées. Donc, je prends celles que j'ai envie de traiter, qui me paraissent pertinentes par rapport à quel moment de l'année on est dans le business, quels sont nos objectifs, est-ce que je perçois du marché, de l'audience aussi. Et là, je vais scripter les épisodes. Alors, quand je dis scripter, c'est un grand mot. C'est-à-dire que j'ai un template en mode l'introduction, la conclusion, enfin vraiment un truc ultra basique. Et je fonctionne sous forme de bullet points. J'ai jamais scripté au mot le mot un épisode de podcast
parce qu'en fait, déjà, c'est trop long. Et moi, je suis quelqu'un qui perd très vite patience. Mais surtout, je trouve que quand je lis un texte mot pour mot, je suis tellement concentrée sur le fait de bien lire que ça devient pas naturel en Ok. termes de diction. Donc, je préfère faire juste des bullet points. Alors, des fois, quand je suis en interview, j'ai genre juste 5 bullet points. Des fois, quand je suis dans des gros formats où je veux rien oublier, comme un débrief d'un lancement, je peux avoir peut-être 3 ou 4 pages A4 avec tous les détails, les exemples, les métaphores, les choses comme ça. Donc, c'est plus ou moins détaillé. Mais voilà, je liste comme ça. Et ensuite, j'enregistre généralement dans la foulée. Ok, ça marche. Et moi, je me demandais, parce que du coup, chaque épisode de podcast est aussi transformé en article de Tout blog. à fait. Donc, j'imagine que c'est plus toi qui le fais actuellement. Non, plus Délégué. depuis un an, ouais. Ok. Donc, tu donnes à cette personne-là ton script, l'épisode, et la personne construit l'article, c'est ça? Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, The Bee Boost, historiquement, c'était un blog. Et en fait, on va dire à partir de mai 2019, donc là où j'ai pris sérieusement le podcast, jusqu'à quasiment janvier 2020, je faisais un article par semaine, mais qui était un vrai article, et un podcast par semaine, mais c'était un autre podcast sur un autre sujet. Ok. Et Wow. au bout d'un moment, ça m'a quand même mis 6 mois. Mais au bout de 6 mois, je me suis dit, attends, Aline, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu faire genre un podcast qui devient un article? Est-ce que ce serait Genre, pas un est-ce petit peu que tu plus pourrais pas intelligent? appliquer toi-même le recyclage du contenu que tu dis à tout le monde de faire? Oui, mais attends, là, je te parle fin 2019. On n'en était pas encore là, Justine. Du coup, ça m'a pris 6 mois à avoir cette idée de génie. Et en début 2020, au bout de 6 mois, j'ai optimisé mes ressources et mon podcast est devenu mon article de la semaine. Mais dès le début, c'était pas en volonté de retranscription, mais c'était en volonté d'optimiser la création de contenu. Et donc, en fait, dès le début, les articles de podcast étaient librement adaptés. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient dans le podcast qui apparaissaient pas forcément dans l'article, et il y a des choses dans l'article qui apparaissaient pas forcément dans le podcast, parce que j'enregistre des podcasts pour les plateformes de podcast et j'écris des articles pour le SEO Google, et ça ne répond pas exactement au même code, aux mêmes besoins, à la même durée, à la même tournure, à la même construction, etc. Donc en fait, depuis le début, si quelqu'un fait l'effort d'écouter un épisode de podcast et ensuite de lire l'article, il verra pas tout à fait les mêmes informations, et il y a des choses qui apparaissent dans un article qui sont pas dans le podcast et vice-versa. Ce qui donne du coup une envie de découvrir s'il y a des petites exclusivités dans l'un ou l'autre. Ok. Mais Peut-être il y en a que tu laisses toujours des en petites plus. pépites, évidemment. Et est-ce que maintenant, tu vas concevoir un épisode de podcast un peu plus pensé comme un article de blog? Non, pas aujourd'hui. Ça a peut-être été le cas en 2020. J'avais tendance à avoir plus des idées d'articles que j'adaptais en podcast. Mais depuis 2021, où le podcast est vraiment le format qui a explosé dans mon business et on a décidé vraiment de mettre tout le focus là-dessus, là, c'est vraiment j'enregistre un podcast pour un podcast et après, je dis à ma rédactrice web, s'il te plaît, fais-moi un article SEO à partir de ça, quitte à adapter librement certains aspects, etc. Ok. Combien de temps, alors au moment où tu étais toute seule sur ton podcast, combien de temps te prenait le podcast par semaine? Parce que tu es quand même un épisode par semaine, il y avait l'article de blog, la newsletter qui était aussi en lien avec ton épisode de podcast, la création de contenu sur Insta, etc., etc. Combien de temps ça te prenait quand tu étais toute seule? Une grosse demi-journée. Ouais. Pour avoir l'idée de l'épisode, le créer, l'enregistrer, le monter, rédiger l'article et tout programmer. Ok. Et aujourd'hui, tu délègues quoi à combien de personnes? Alors, attends, je réfléchis parce que ça passe entre les mains de plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est encore moi qui fais le calendrier de contenu, qui scripte et qui enregistre. Mais à partir du moment où j'ai enregistré, ça part en montage, donc c'est pas moi qui monte. C'est mon assistante / podcast manager. Elle s'occupe aussi dans la foulée de faire les chapitrages, la description, de programmer sur toutes les plateformes, de faire la vidéo YouTube, etc. Ensuite, elle notifie la rédactrice qui s'occupe de la rédaction. Et quand l'article est rédigé, la rédactrice renotifie la podcast manager qui va mettre en ligne l'article et peaufiner les derniers petits trucs, etc. Ok, trop canon. Parfait. Et donc aujourd'hui, ça te prend combien de temps par semaine? Et ben, du coup, j'enregistre pas toutes les semaines. J'enregistre peut-être toutes les 3-4 semaines, je batch. En fait, je fais 2-3 épisodes, plus mes interviews invités qui sont un petit peu, quand les invités sont dispo, donc un petit peu disséminés. Mais je pense que oui, en une après-midi, je peux enregistrer 2 longs épisodes et 2 courts épisodes, parce qu'aujourd'hui, on est sur 2 épisodes par semaine sur le podcast. Un long, qui est le format historique le lundi, puis un format beaucoup plus court et un petit peu plus fun le jeudi. Ok. On a parlé podcast, on a parlé organisation, maintenant on va parler aussi business et du coup la place de ton podcast dans ton business. Donc tu l'as dit, à partir de 2020, tu as mis le paquet sur ton podcast, notamment lié au business. Ton podcast a aujourd'hui atteint 1,2 million de téléchargements, c'est ça?
1,3 depuis quelques jours. Mais non, mais en plus, je suis en retard là-dessus sur les stats. Faut que tu mettes à jour ta bio Instagram. Eh ben écoute, ça fait 3 jours que je la vois et que je me dis, il faut que je mette à jour. Et puis, j'ai pas pris le temps. Désolée, Bravo, Justine. félicitations. Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau du business? Alors, j'imagine évidemment de la visibilité, de la confiance, de la conversion, de la fidélisation, tout ça. Mais raconte-nous. Bah, en dehors de tout ce que tu as dit. Oui, alors effectivement, ça me rapporte des clients, première chose, parce que de plus en plus, les gens me découvrent via le podcast, mais en fait, pendant très longtemps, ils me découvraient via Instagram ou via le bouche à oreille, mais ils étaient convertis avec le podcast. C'est-à-dire qu'ils commençaient à suivre mon contenu, mais c'est à partir du moment où ils commençaient à écouter les épisodes de podcast qu'ils en écoutaient 1, 2, 10, 15, 20, enfin chacun écoute, écoute ce qu'il veut, mais qu'après, c'est ça qui crée le lien de confiance, en fait. Là, ça a un petit peu changé parce qu'on voit de plus en plus, quand on regarde nos stats, que les gens nous découvrent avec le podcast parce qu'on commence à être bien ranké sur les différentes plateformes d'écoute. Donc, les gens nous découvrent avec le podcast et après nous rejoignent sur Instagram. Donc, la tendance est un petit peu renversée. Donc, ça m'apporte des clients, ça m'apporte de la visibilité, comme tu l'as dit. Ça apporte une sacrée légitimité aussi. Parce que quand on a un podcast, pareil, qui fait beaucoup d'écoute, qui rank bien, qui est aussi assez reconnu, mais forcément, ça ouvre des portes, ça aide dans certains démarchages commerciaux, plans médias, de visibilité, de choses comme ça. Ça flatte beaucoup mon ego aussi, donc ça, il faut aussi le dire, c'est important, je suis contente. J'adore que des gens prennent le temps de m'écouter déblatérer toute seule dans un micro pendant 40 minutes, 1 heure, ça me rend très heureuse. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre que ça m'apporte? J'imagine que tu as aussi fait de belles rencontres, au passage, avec toutes les interviews que tu as faites. Donc, un réseau pro, perso, une richesse humaine, pas que richesse business, quoi. Enfin, un très beau réseau. Quoi. C'est un très gros accélérateur, le podcast, pour atteindre des gens qui ne seraient pas forcément, entre guillemets, accessibles dans notre circonstances. Quand je dis accessible, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est très facile, entre guillemets, de dire « Ah, j'ai un podcast, est-ce que tu veux pas venir en interview ?» à quelqu'un qu'on admire et qui pourrait nous paraître inaccessible dans la vie de tous les jours. C'est un bon argument. Et effectivement, ça a débouché aussi bien sur des belles opportunités pro et même de très, très belles amitiés, là où je ne m'y attendais pas. Donc ouais, effectivement, mon vecteur pour le réseau. Mais oui, complètement. Moi, je trouve vraiment que le podcast a été l'une de mes meilleures décisions dans ma vie. Et même si mon premier podcast n'était pas du tout lié à mon business, tout ce que j'ai appris d'un point de vue expérience, expertise et les rencontres, je me demande pourquoi j'ai passé 2 ans à tourner autour du pot, vraiment, parce que c'est tellement bon, c'est tellement bien. Alors oui, c'est du taf, oui, c'est de la réflexion, oui, c'est du temps, mais derrière, c'est trop cool, c'est trop bien, humainement. Et puis, en plus, quand on a un podcast qui a son business, et que ça ramène aussi des clients, et que ça donne confiance, et que les personnes, elles apprennent à te connaître, que tu fais partie de leur quotidien, je trouve que c'est réussite, quoi, tu vois. C'est trop bien. Totalement d'accord. Ton podcast, il est situé à quel endroit dans ton tunnel d'acquisition, de vente, de conversion? Eh ben écoute, soit l'étape 1, soit l'étape 2. Ça va dépendre des profils des gens, j'ai un peu les 2 cas. Soit étape 1, comme je disais, les gens me découvrent par du bouche-oreille, par du Instagram, par un article de blog, etc. Découvrent que j'ai un podcast et c'est ce qui va les convertir. Donc c'est pas de l'acquisition, c'est plutôt de la conversion. Les convertir, que ce soit sur du contenu gratuit type Lead Magnet ou sur un produit payant, parce que je fais aussi parfois la promotion des produits payants dans mon podcast. Donc ça, c'est premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure, c'est l'acquisition. Donc c'est-à-dire des gens qui vont découvrir le podcast, qui ne connaissent pas du tout Aline, qui ne connaissent pas The Bee Boost, et qui vont arriver sur un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, qui vont écouter un peu soit par hasard, soit parce qu'on leur a parlé de ce podcast-là. Et là, ensuite, qui vont pouvoir découvrir tout l'univers après. Donc, on est plutôt sur du top funnel, donc du tofu pour ceux qui connaissent les barbarismes du web marketing et un petit peu de conversion aussi. Ok, et j'imagine que les personnes qui ensuite sont devenues tes clients ou tes clientes continuent aussi d'écouter le podcast. J'espère. J'étais dans ta BSB 2020, je suis toujours avec mes oreillettes en train d'écouter. Donc oui, évidemment. Mais c'est vrai que j'écoute, tu fais quand même partie de ma bibliothèque et t'es aussi dans mon rituel d'écoute des podcasts. Trop bien. Mais je pense que ça a aussi un effet de fidélisation. Aussi. Ok, donc il a plein d'endroits, c'est trop bien. Et justement, tu disais que tu parlais aussi de produits à l'intérieur de ton podcast. Et justement, lors de ton dernier lancement de la BSB, avant chaque épisode de podcast, même les plus anciens, il y avait la promotion d'un freebie, donc un freebie, un contenu gratuit. Comment est-ce que tu as fait ça? Quel était ce tour de magie? Eh bien, écoute, je ne suis pas peu fière de moi parce que c'est
encore une fois, ça fait partie de ce genre d'illumination, mais comme le fait de faire des articles de blog sourcés de mes podcasts, où j'ai mis 6 mois à avoir l'illumination d'un truc qui paraît complètement évident. Et là, ça a été un petit peu ça, c'est que figure-toi, Justine, que jusqu'à l'année dernière, j'étais ce genre de nana qui enregistrait en intro de chaque épisode de podcast la promotion de sa formation et qui ensuite remontait les épisodes et les réuploadait pour l'enlever une fois que le lancement était fini. Donc, ouais, non, mais Justine est en train, vous la voyez pas, mais en train de faire une tête là. Et au bout d'un moment, j'étais dans une room sur Clubhouse, à l'époque de Clubhouse, et on parlait des gens qui faisaient du sponsoring, que ce soit en début de podcast, en milieu, en fin, etc. Et là, je sais pas pourquoi, en participant à cette room, j'ai un éclair de génie. Mais je me souviens en plus à partir à toute la salle, parce que je faisais partie des intervenantes. Ah, mais les gars, je viens d'avoir un éclair de génie. Et je dis, mais pourquoi je ne sponsoriserais pas mon propre podcast? Alors là, tout le monde m'a regardé bizarre. J'ai fait, bah oui, t'enregistres ton introduction comme si tu faisais du host read sur une collaboration, un partenariat ou un sponsorship ou un truc comme ça. Sauf que je fais ma propre promotion. Et donc, au final, je fais ça. J'utilise les outils de monétisation qui sont à la disposition des podcasteurs, mais j'enregistre ma propre promotion et je la passe en diffusion au début de tous mes épisodes. Mais magique. Magique de ouf. Mais je te dis, quand tu le dis là aujourd'hui, ça paraît tellement évident et basique. Oui. Mais j'ai vécu ça comme une illumination. Mais tellement. Parce que moi, en fait, j'écoutais les derniers. J'étais là, ah bah oui, elle a pensé à ça, machin. Ensuite, il y avait ton générique, l'épisode. Et puis, du jour au lendemain, après le lancement de la BSB, pouf, plus de... J'étais là, mais quand même, elle a pas réuploadé 153 épisodes de podcast où elle a embauché une armée de petites fourmis. Remettez tout en ligne. Waouh, trop bien. Merci pour ces tips. C'est les techniques de pirates qu'on aime bien, tu sais. Ah, mais de ouf. Bravo, merci pour ce tips. J'espère que les personnes qui nous écoutent vont bien intégrer celui-ci parce que lui, franchement, il est canon. Mais du coup, comme tu as fait ton auto-sponsoring à l'intérieur même de ton podcast, qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Alors, c'est là où je trouve que le podcast, c'est plus compliqué à traquer. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas, on peut pas savoir si les gens cliquent parce qu'au final, il n'y a pas de lien où les gens cliquent, où tu peux traquer le nombre de clics, le nombre de conversions derrière, parce que tu es dans les oreilles des gens, mais après, tu sais pas si les gens ils vont sur leur navigateur de recherche ou sur leur téléphone et s'ils tapent quoi que ce soit. Donc, je sais pas. Enfin, forcément, il y a eu des ventes, mais on peut pas traquer de manière, oui, il y a eu 10% de conversions sur tel épisode ou des choses comme ça. Je pense que pour le savoir, il faudrait isoler les paramètres en mode, par exemple, un jour, je fais la promotion d'un seul freebie ou d'un seul lead magnet sur un seul épisode de podcast et j'en fais la promotion nulle part ailleurs. Comme ça, je sais que tous les téléchargements viennent forcément de cet épisode de podcast. Et donc, je pourrais comparer les taux de téléchargement et le nombre d'écoutes. Et là, d'avoir mon taux de conversion, tu vois. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. Après, je pense que c'est ce genre de petites choses, surtout via les techniques de Ninja qu'on a citées juste avant, qui mettent pas énormément de temps à se mettre en place, parce que c'est juste enregistrer 45 secondes de promo, l'uploader sur un outil de monétisation de podcast, dire qu'on le passe devant tous les épisodes, ça prend une énorme... Enfin, 1 heure à tout casser, quoi. Je vais dire une grosse demi-heure, mais 1 heure à tout casser. Et ça mange pas de pain. Et je pense que ça fonctionne plutôt en termes de rappel. C'est-à-dire que les gens vont pas acheter la BSB Academy si je parle de ma propre formation parce que j'en ai parlé au début de podcast, mais plutôt ils vont penser acheter la BSB Academy sur laquelle ils hésitaient déjà parce que je répète sans cesse dans leurs oreilles que la BSB Academy est là, etc. Complètement. Tu sais, moi, j'ai fait le test fin d'année dernière justement pour essayer, parce que comme tu dis, c'est difficile de savoir quel est le taux de conversion. On dit des choses, mais on les dit aussi ailleurs, donc on ne sait pas vraiment d'où les personnes viennent. C'est un peu compliqué. Et fin d'année dernière, j'ai fait le test, j'ai ouvert 4 ou 5 places de coaching individuel, je ne sais plus, et j'en ai parlé uniquement dans mon podcast, sur 3 épisodes. Et du coup, j'ai rempli les 4 ou 5 places. Je ne sais plus combien j'en avais ouvert. Et j'ai rempli que ça. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon. Donc, j'ai compris que les gens m'écoutaient vraiment sur le podcast et que ça me permettait aussi de vendre à un endroit où, en fait, je ne promouvais pas. Je ne mettais pas en avant. C'était trop dur. J'aurais fait pareil. Allez hop, le petit raccourci. Où je ne mettais pas en avant, justement, un produit ou une offre. Mais je pense que tu pourrais grave tenter le coup et essayer de voir justement quel est ton taux de conversion. Parce que moi, c'est vrai que c'était que 4-5 places, c'était vraiment en phase de test. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais à vendre du coup beaucoup plus naturellement et vraiment aussi par le podcast. Et je pense qu'une technique, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient mettre ça en place et savoir exactement combien, par exemple, de formations ils ont vendu grâce au podcast, il faudrait avoir comme une deuxième page de vente ou un deuxième lien où ce lien-là ne circule que dans les épisodes de podcast, VS ceux qui peuvent être envoyés sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Comme ça, on sait exactement qui est venu via le lien du podcast et qui est venu via les autres liens. Ça pourrait être une manière de le savoir. Ouais, complètement, c'est vrai.
Tout à fait. Et justement, on parlait donc d'autopromotion, de mettre en avant ses propres produits, offres, services et aussi contenu gratuit qu'on peut donc proposer en téléchargement. Quelles sont les bonnes pratiques pour toi d'autopromotion dans son propre podcast? Il y a la méthode agressive et il y a la méthode moins agressive. Ok. La méthode moins agressive, c'est de faire la promotion à la fin d'un épisode de podcast. Comme ça, les gens ont le contenu. On leur a prouvé qu'on pouvait leur apporter de la valeur, des résultats, des bons conseils. Ils se sentent bien. Ils ont envie de nous faire plaisir. Et là, on fait notre petit promo, ça passe crème. Mais on le sait, toi et moi, que c'est pas le même pourcentage et le même nombre de personnes qui écoutent jusqu'à la fin qui écoutent au début. Il y a beaucoup qui décrochent en milieu ou en toute fin d'épisode et ça veut dire qu'il y a aussi moins de monde qui écoute ce message-là. Donc la méthode un peu plus agressive, mais agressive on s'entend entre très gros guillemets, c'est de faire la promo directement d'introduction en fait, avant même parfois le générique ou alors juste après le générique. Le défaut de cette méthode-là, c'est que si quelqu'un est en train de découvrir notre podcast, la première chose qu'il va entendre de nous, c'est de la pub, c'est de la promo, et ça peut le refroidir. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner, qui est un petit peu le parcours que j'ai suivi, c'est-à-dire que pendant peut-être la première année d'existence de mon podcast, je faisais les promos qu'à la fin de mes épisodes, sauf gros lancement de manière très ponctuelle. Et en fait, c'est qu'à partir du moment où le podcast a commencé à être relativement connu, développé, etc., que je me suis permis de faire de la promo directement en intro, en me disant, j'ai de la notoriété, j'ai de la visibilité, les gens connaissent la qualité, la valeur, ils me pardonneront de faire ma pub tout de suite. Mais au début, quand personne ne me connaissait, je montrais pas de blanche, quoi. Je comprends. Après, il y a aussi une façon de faire que j'aime beaucoup, c'est généralement, quand on parle d'un produit, d'une offre ou d'un service ou peu importe, dans son propre podcast, on est quand même en train de parler de quelque chose qui s'en rapproche quand même dans son contenu de podcast. Et donc, tu peux placer naturellement en disant, d'ailleurs, si vous souhaitez creuser le truc, eh bien, il y a mon freebie, machin, à télécharger. Et là, du coup, tu le places beaucoup plus naturellement comme de la valeur ajoutée, du contenu supplémentaire en plus de ce que tu es en train de raconter. Et du coup, ça passe un peu plus crème, tu vois. C'est cette façon de faire. Mais je suis tu fais une recommandation à voix haute dans une discussion ou quelque chose complètement. Comme ça. Ouais, complètement. Vu que de toute façon, on est en train de parler, on empiple les tâches, comme tu dis. Donc, c'est dans l'échange, tu apportes encore plus de valeur. Mais je te rejoins complètement sur, oui, effectivement, de parler à la fin, de proposer quelque chose à la fin. Bah, tu sais pas combien il y a encore de personnes qui écoutent juste là. Et en plus, des fois, bon, ils ont eu le contenu, ils s'en vont, quoi. Bon, merci, au revoir, c'était super, j'ai appris, et grâce à toi, je t'attends lundi prochain. Et là, t'es là, genre, bon, il n'a pas entendu ma fin, pas entendu mon générique de fin, il n'a pas entendu les 5 étoiles sur Apple Podcast, il n'a pas entendu tout ça, c'est pas possible. Alors, j'imagine que c'est peut-être le cas pour toi, mais est-ce que tu penses que le fait de vendre est plus simple à faire dans son propre podcast que dans la vente sur Instagram, la vente en newsletter, même la prospection? Est-ce que tu penses que vendre à travers son podcast est quelque chose de plus simple à faire? Pour moi, oui. Après, je pense que ça va aussi beaucoup dépendre des personnalités plus que du moyen. Après, l'avantage que je peux voir au fait de vendre et de faire sa promo dans le podcast, c'est que c'est des promos de manière asynchrone, tu vois. Quand tu fais une story ou quand tu prospectes, t'es limite en face de la personne et tu peux avoir un retour en direct. Et c'est ça aussi souvent qui fait peur, tu vois. C'est d'avoir le retour en direct de la personne et que le retour soit négatif. Le podcast, on est quand même sur un truc où on enregistre en amont notre petite introduction, notre petit moment de promo, on le monte, on le programme, c'est diffusé plus tard. Et comme ça se passe pas de manière synchrone, ça, en tout cas chez moi, ça a cette impression de plus facile. Ouais. Mais après, je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes. Ouais, je te rejoins complètement. Et en plus, c'est vrai que quand tu vends à travers ton podcast, et comme tu le programmes, généralement, ton épisode de podcast, t'es déjà un peu plus détaché. Tu dis, allez, c'est bon, c'est fait, c'est posé, maintenant j'ai le temps de travailler sur moi au niveau de la vente. Oui, limite, tu l'oublies, tu vois. C'est ça. Tu as le temps de te dire, bon, allez, ça arrive dans 15 jours, c'est bon. J'ai le temps de me préparer à de possibles ventes, ça va bien se passer, c'est bon. Double question. On va jouer un peu à Madame Irma. Quel est l'avenir du podcast selon toi? J'adore cette question. Parce que personne n'a la réponse, mais tout le monde a plein d'hypothèses. Madame Irma, allons-y. Alors, Aline Irma, c'est parti. Je vois bien le podcast continuer à se développer parce que c'est vrai que dans notre niche des podcasts business, etc., on pourrait avoir l'impression qu'on est déjà sur une bulle, on est déjà au top du marché, des choses comme ça, alors que pas du tout. En fait, quand tu regardes le nombre de Français qui écoutent aujourd'hui des podcasts, il y en a pas tant que ça, il y en a même plein qui ne savent pas ce que c'est un podcast, donc complètement. On est très loin d'un YouTube ou de la démocratisation de la vidéo, donc je pense que ça va encore vraiment continuer à se développer, donc il faut se lancer, il y a encore de la place, il y a largement de la place pour tout le monde, donc première chose. Par contre, je pense que ça va quand même beaucoup évoluer vers un format enrichi.
VS un simple audio, c'est-à-dire des formats, on voit déjà ça un petit peu popper avec les chapitrages où on peut naviguer à l'intérieur d'un podcast, on peut avoir des liens, des images à l'intérieur. On a aussi des communautés de podcasts, enfin, je sais plus c'est quoi le nom de l'application, mais un truc où tu peux écouter l'épisode et puis commenter en direct, en chat avec des gens en même temps et Euh, rebondir sur... tu vois ce que je veux dire? Oui, est-ce que c'est pas Tumult? Si, c'est ça, peut-être. je crois, Si, ou un c'est truc ça. comme ça. On va arriver vers des formats, Mm. même quasiment comme YouTube. On pourra laisser des commentaires, répondre sur, bah voilà, à telle minute, t'as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Enfin, vraiment quelque chose de beaucoup plus social. Mhm. Euh, et je pense aussi qu'on va avoir une grosse arrivée de l'intelligence artificielle à l'intérieur des épisodes de podcast, tout spécialement sur le montage, où on va pouvoir, grâce à l'IA, synthétiquement reproduire notre voix. Par exemple, si à un moment on parle et que j'ai dit chien au lieu de dire chat ou que j'ai dit rouge au lieu de dire bleu, je pourrais juste taper bleu sur mon clavier, ça va corriger ma voix. Ce qui amène tous les problèmes éthico-politiquement corrects de pouvoir modifier la voix et donc les propos de quelqu'un de manière asynchrone après qu'il les ait dit. Donc, en fait, ça existe déjà. Ok. Mais pour l'instant, c'est interdit. Ok. Je crois que ça existe aux US et ça a été interdit en France parce que justement, nous, on s'en fout à notre échelle, tu vois. Mais imagine un discours politique qui, après coup, est modifié par le monteur ou par la faction adverse ou un truc comme ça qui fait que la personne dit ce qu'elle n'avait pas envie de dire. Enfin, ah ouais, c'est chaud. Voilà. Ça fait presque flipper. Mais aussi, il y a eh bien, les robots Google aussi, qui reconnaissent de plus en plus, enfin en tout cas, ils travaillent de plus en plus pour pouvoir reconnaître le contenu audio. Et donc, du coup, de pouvoir aussi travailler son propre référencement via son contenu audio. C'est pour ça que c'est aussi important de penser, je pense, de plus en plus à son podcast avec un titre qui va être facilement trouvable en fait dans les résultats de recherche pour que Google puisse dire ah mais il y a un podcast qui traîne par là, je pense que ça peut répondre à ta question, cher ami. Je pense qu'il y a vraiment de l'avenir aussi dans le podcast et qu'il y a encore de la place complètement. Et puis énormément. Je sais pas pour toi, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent non, mais il y en a plein, il y en a de plus en plus. En plus, je trouve pas qu'il y a avoir un sujet différent. J'ai mis dans ces cas-là, il y aurait un seul compte Instagram, ou pire des cas, 2. Il y aurait peut-être que 2 blogs sur la terre entière. Il y aurait 2 pauvres chaînes YouTube. On se serait tous arrêtés aux 2 premiers en disant ah ben non, on peut plus. Il y a déjà 2 personnes, on n'a plus rien à dire, rien du tout. Bah justement, sur le podcast, par sa voix, par son message et par le fait que il y a vraiment encore de la place pour plein de personnes, plein de sujets, plein de choses, faut pas hésiter, quoi. Et puis, encore une fois, nous, on a le nez dedans, donc on a l'impression qu'il y a trop de monde. Mais quand on regarde à l'échelle, si on devait comparer les écoutes de podcast vs les écoutes de YouTube, on se rendrait compte qu'en fait, podcast, on est encore des bébés. Il y a encore tellement de choses à faire, à inventer, à créer. Enfin, c'est faramineux ce qui nous attend. Foncez dans le podcast, il y a de la place. En tout cas, il y a plus de place sur le podcast que sur YouTube. Hein, ça, complètement. C'est sûr. En plus, on est gentil sur le podcast. Ouais. Non pas que les gens soient méchants sur YouTube, mais nous, on est gentils. Mais du coup, vu qu'on parlait de avenir de podcast, est-ce que toi, tu vas continuer de faire évoluer ton podcast? Et si oui, dans quel sens? C'est une bonne question. J'ai pas un énorme pivot prévu dans les mois à venir parce que le format actuel marche très bien. Simplement, de par moi-même, je me rends compte que de plus en plus, je suis sur des formats d'épisodes où je suis plus dans le partage et le retour d'expérience, VS au début où je pouvais être dans les stratégies, les techniques, etc. Tu vois, si je compare mes épisodes de 2020, début 2021, c'est vraiment en mode 50 idées de newsletter, 3 stratégies pour trouver des clients, des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, de plus en plus, mes épisodes, c'est plus des retours d'expérience. Et de ce qui a marché pour moi, de ce qui n'a pas marché, des erreurs que j'ai faites, etc. C'est pas forcément une volonté de ma part, mais c'est juste ce qu'on me demande. Au final, de plus en plus. Ce qui m'arrange bien aussi, parce que après avoir enregistré 4 épisodes sur 50 idées de newsletter, on n'a pas envie d'en faire un 5e non plus, quoi, tu vois. Je comprends. Et puis aussi, les interviews que tu fais, à chaque fois, effectivement, il y a un sujet de fond, mais il y a quand même aussi cet échange qui est hyper riche avec la personne que tu interviews. Et je trouve que moi, j'adore écouter les interviews que tu proposes. J'adore écouter les interviews, mais les tiennes, elles sont vraiment très bien faites. J'adore la façon dont tu présentes aussi tes invités. Et ouais, t'as le sujet de fond, et puis il y a tout l'échange autour. Et non, c'est méga canon. C'est bien de faire des interviews aussi. C'est beau pour la visibilité, c'est enrichissant, c'est sympa. On aime bien ce format. Mais c'est ça, mais en plus, comme tu l'as dit, c'est exactement la meilleure excuse pour aller demander à quelqu'un de parler avec soi, quoi. C'est canon. Exactement. Si on veut les pécho. C'est le Tinder du podcast. Celle-là. Fallait que je la place. Oui, mais normalement, alors nous on se voit aujourd'hui parce qu'on enregistre avec la caméra, mais je sais pas, toi, à chaque fois, t'as la caméra avec tes invités?
Alors, j'ai toujours la caméra avec mes invités, donc c'est toujours sur Zoom, dans le sens où j'aime bien voir aussi le non-verbal des personnes pour pouvoir réagir, parce que tu vois très bien quand quelqu'un est pas à l'aise avec une question, ou alors commence à s'embêter un peu, ou alors au contraire est super intéressé. J'ai déjà fait un enregistrement en présentiel aussi. Ok. J'ai beaucoup aimé, c'était un autre style d'expérience, c'était cool. Et par rapport au matériel avec le présentiel, comment est-ce que tu as fait? Oh là, punaise. Non, en fait, cette interview en présentiel, c'est toute une histoire. Parce qu'en fait, à la base, on l'avait enregistré sur Zoom. Mais il se trouve, j'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode de podcast. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que son son était dégueulasse. Parce que je crois qu'il n'avait pas branché ses AirPods ou un truc comme ça. Alors, la version officielle, pour pas le vexer, moi, je lui ai dit, écoute, il y a eu un problème avec la piste son. Est-ce qu'on peut réenregistrer, s'il te plaît? Mais du coup, comme j'avais pas du tout confiance ni en son environnement, ni en sa capacité à brancher ses AirPods, je lui ai dit, viens, on enregistre en présentiel. Comme ça, moi, je contrôle ce qui se passe. Et il m'a dit, OK, t'as le matos et tout. Je fais, ouais, c'est bon, j'ai le matos. J'avais pas du tout le matos. Mais du coup, j'ai acheté le matos pour l'enregistrement présentiel. Donc, j'ai racheté le même micro que j'ai actuellement pour mon propre podcast avec un bras. Donc, j'avais 2 micros, 2 bras. Et j'ai j'ai acheté un enregistreur Zoom H6. Donc, c'est un petit boîtier sur lequel on branche les micros, où il y a une carte SD à l'intérieur et ça enregistre sur le boîtier. Donc, ça enregistre pas sur un ordinateur, mais sur une carte SD via un mixeur spécial. Et ensuite, on upload les pistes audio sur ordinateur. Ok, donc interview parfaite, au final. En tout cas, ça s'est très bien passé et il y avait une belle piste son. Voilà. Ce que je retiens aussi, c'est toujours faire des tests, mais genre des tests grandeur nature. C'est pas juste brancher, vérifier que les 2 micros captent le son. C'est on fait des vrais tests d'enregistrement pendant 10-15 minutes. Et c'est surtout que ça arrive tout le temps et ça arrive plusieurs fois d'avoir des interviews qui foirent, que ce soit en ligne ou en présentiel. Enfin, moi, je t'ai donné mon exemple en ligne qui s'est transformé en présentiel, mais j'ai aussi des exemples comme, par exemple, c'était, je crois, en 2021, 2020, je sais plus, j'avais fait un épisode avec Mohamed Bouclé, qui, fort heureusement, est un pote, mais l'épisode, on avait trop bien enregistré, tout allait bien. Je parlais dans mon micro sur Zoom, il parlait dans son micro sur Zoom, on était on fire. Je passe au montage après et je me rends compte qu'en fait, mon entrée micro était mal réglée et que c'est le son de l'ordi qui a enregistré. Enfin, le micro de l'ordi, tu vois, le vieux son boîte de conserve, alors que je parlais dans un vrai micro pendant tout le long. Et au final, du coup, là, j'ai pas osé lui redemander. Et en fait, on a sorti l'épisode comme ça. Donc, ma voix à moi est dégueulasse dessus, mais compréhensible. Ça va allier très bien. Mieux vaut fait que parfait, c'est quand même sorti, l'épisode a bien fonctionné, tout allait bien. Mais en fait, ça arrivera à tout le monde. Il faut déjà toujours double-checker, toujours faire ses tests, etc. Mais surtout, ça arrivera à un moment d'avoir une entrée mal rentrée, justement, le micro qui capte pas au bon endroit, une piste son qui va pas bien, on perd la carte SD, l'ordinateur tombe. Enfin, ça va forcément se produire. Donc... Attends, tu touches du bois, là, ça va pas? L'invité renverse un café sur le clavier, enfin... Il y a trop de trucs qui peuvent se passer. Et je pense qu'il faut aussi se dire que forcément, dans une carrière de podcasteur, il y aura des loupés et que c'est normal. Et des fois, ça fait chier parce que l'invité ghost après. Et des fois, l'invité est très compréhensif et accepte de réenregistrer. Et ça, c'est trop cool. Mais ça, on peut pas contrôler. Complètement. Je te rejoins à 1000%. Quel est ton conseil ultime pour les personnes qui souhaitent lancer un podcast, mais qui hésitent encore aujourd'hui? Je peux en donner 2. Oui, vas-y. Tu as le droit. OK. C'est toujours plus. # toujours plus. Le premier conseil serait de plus se focaliser sur la qualité du contenu que sur la qualité du matériel. Parce qu'on a cette croyance qu'il nous faut un gros micro, un machin, et tout de suite on se dit, ouais, mais ça va me coûter 300, 400 €, j'ai pas les moyens, je peux pas, et hop, on va jeter l'éponge. Là où juste enregistrer sous une couverture avec le dictaphone de son iPhone ou de son téléphone, son Android, son Linux, tout ce que vous voulez, et ben en fait, bien souvent, ça suffit largement. Tant que votre voix est pas désagréable et que votre son est OK, si la qualité du contenu est là, les gens feront l'effort de l'écouter. VS que si le contenu est super chiant mais que vous avez le meilleur matos du monde, et ben les gens vont écouter 2 fois, mais pas plus. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, aujourd'hui où il y a encore de la place sur le marché, mais quand même de plus en plus de podcasts qui arrivent, c'est de passer 2 heures, montre en main, 2 heures, à taper sur Google comment fonctionne l'algorithme Apple Podcast. Juste pour comprendre dans quoi on met les pieds et savoir dès le début c'est quoi les bons réflexes à prendre. Donc, petit spoiler alerte, les bons réflexes, c'est avoir un bon titre, une bonne description, orienter SEO, du chapitrage, orienter SEO aussi, enfin des choses comme ça. Mais c'est des petits réflexes qu'on va prendre dès le début qui vont nous permettre très très vite de pouvoir ranker dans les résultats et donc de pouvoir avoir un podcast qui décolle. VS des gens qui produisent un contenu extraordinaire, mais qui, parce qu'il n'y a rien optimisé sur leur podcast, ne décollent jamais, se découragent et jettent l'éponge. Complètement.
Merci pour ces conseils, Aline. Et j'aimerais aussi, oui, revenir sur le conseil sur le matériel, justement. Au départ, j'ai commencé avec mon micro-cravate que j'avais acheté sur Amazon, genre 15 €. Et pourtant, j'ai un studio de musique, j'ai des micros, machin. Mais voilà, je voulais juste avoir confiance en mon petit matériel, pas trop investir non plus dès le départ. Vraiment, voilà, tâtonner, quoi. Ensuite, derrière, j'ai chopé le micro, du coup, du studio. Alors, toi, je peux te le montrer aujourd'hui, mais en fait, je ne peux plus l'utiliser actuellement puisque j'ai un Mac. Et que ce micro a besoin d'une carte son et que cette carte son a besoin d'un driver qui n'est pas compatible avec la nouvelle mise à jour de mon Mac. Donc, j'avais acheté celui-ci, celui avec lequel j'enregistre aujourd'hui, vraiment au début du podcast, de mon premier podcast, pouvoir bouger facilement parce que du coup, tu peux aussi mettre une carte SD, tu peux me brancher un micro-cravate. Enfin, il me permettait d'être mobile. Et je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, sans ce micro-là, je serais vraiment en galère d'enregistrement puisque du coup, avec le vrai gros matériel de podcast, aujourd'hui, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il y a un problème de compatibilité. Donc, le prix ne fait pas le moine. Vous pouvez juste vous équiper sereinement et petit à petit, toi, effectivement, tu as commencé avec ton dictaphone. Après, il y avait le Blue Yeti aussi et maintenant, tu as un Shure. Tu as évolué aussi au niveau des micros. Tout à fait. On n'est pas obligé d'investir dès le départ énormément d'argent et puis même jamais. Tu vois, on n'est même pas obligé d'investir énormément d'argent tout court, tout simplement. Hein. Je connais des podcasts qui sont très très écoutés où la personne elle enregistre avec le dictaphone de son téléphone ou même parfois même des replays de ses live Zoom, des choses comme ça. Mais le contenu, la qualité fait qu'on écoute quand même. Et petite parenthèse aussi, parce que quand acheter du bon matos c'est bien, mais autant faut-il savoir le régler. Et le mettre en ligne et tout, parce que on peut acheter un super micro de studio à 300, 400 balles comme les Shure, les trucs comme ça. Ouais. Mais si le truc est mal réglé, votre son sera de la merde, quoi. Donc, il ne faut pas non plus s'embarquer dans des choses où, parce qu'on a le bon micro, mais on n'a pas les bons ports, on n'a pas les bons câblages. Parce que pareil, quand tu achètes un micro de podcast, si il est que en port XLR, que tu n'as pas de port sur ton Mac, c'est ça, il faut passer par la carte son. Et la carte son, il faut qu'elle soit compatible avec ton ordinateur. Exactement, il faut passer par un enregistreur qui est un coût supplémentaire. Donc, c'est pas une bonne idée d'investir tout de suite dans du gros matos. Ouais. Prenez à minima votre dictaphone, votre paire d'oreillettes, vos AirPods, votre casque que vous voulez. À maxima, un micro USB. Mais ne commencez pas à penser qu'il vous faut des trucs compliqués, etc. Parce que vous allez vous retrouver avec 1000 balles de matos qui, en plus, c'est compliqué à comprendre et à prendre en main quand on n'est pas un G-son. Ça vaut pas le détour. Complètement. C'est pas ça qui va faire décoller le podcast, quoi. C'est ça. Et puis, en plus, on peut avoir le meilleur micro du monde si on enregistre dans un environnement qui est bruyant, avec beaucoup d'écho, à côté d'une autoroute ou d'un aéroport. Ça va être une cata de toute manière. Donc, vraiment, le micro, oui, ça peut être important, mais pas que. Vraiment pas que. Moi, du coup, j'ai des rideaux derrière l'ordinateur. Et puis là, à ma gauche, j'ai un rideau. Parce que sinon, tu entends le bruit de ma fenêtre, la résonance, et tu entends le bruit de mon placard aussi. Bon, 2 paires de rideaux, et puis c'est bon, ça coûte 25 balles, un micro 150, et puis ça roule, quoi. C'est bon. J'ai ce problème avec le Blue Yeti aussi, c'est qu'il captait énormément la résonance de la pièce où je suis, qui n'est pas très meublée. Et c'est aussi pour ça que j'ai acheté le Shure, et sans regret, quoi. Lui, il est magnifique, hein. Il me fait de l'œil. Il me fait de l'œil. On s'approche tout doucement de la fin. J'ai une question. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose aujourd'hui ? Quelles sont les 2 décisions que j'ai prises pour mon podcast qui ont fait décoller les écoutes ? Je te laisse y répondre. Parce que ça, je pense que c'est le truc qu'on veut tous au début, comme quand on se lance sur Instagram, on veut des abonnés. Quand on se lance sur le podcast, on veut des écoutes. Et moi, j'ai pris 2 décisions stratégiques à 2 moments qui ont fait que je suis passée directement palier au-dessus, mais très, très rapidement. C'est-à-dire que j'ai doublé les écoutes en 2 mois, quoi, à chaque fois. Okay. La première décision, c'était de faire des interviews. Parce qu'au début, je voulais un podcast où il y avait que moi qui parlais. Parce que c'était très égoïste, je voulais que ce soit que moi. Je sais que personnellement, je préfère les épisodes solo des podcasteurs que les épisodes interview, qui m'inspirent beaucoup moins. Mais je me suis vite rendu compte que c'était très compliqué, à moi toute seule, de faire décoller ma visibilité de podcast. Okay. Alors que quand on a des invités, et surtout quand on choisit ces invités aussi parce qu'ils ont une audience ou parce qu'ils ont une force de frappe en termes de visibilité de leur côté, c'est quand même, ça aide énormément à faire décoller un podcast. Donc ça, c'était la première décision. Faites des interviews, même si c'est un épisode sur 2, un épisode sur 3, ça peut vous aider. Prenez des invités qui sont compétents, qui ont l'habitude. Mention spéciale s'ils ont aussi une audience de leur côté, parce qu'on va pas se mentir, il faut aussi que nous, ça nous ramène quelque chose en plus de l'expertise. Et la deuxième décision, ça a été de passer à 2 épisodes par semaine. VS, un épisode par semaine, mais du coup sur un format plus court, pour les fameuses questions d'algorithme dont on parlait juste avant, qui sont que ça a été clairement, j'ai fait ça pour l'algorithme.
Et clairement, ça m'a aidé de passer de 30 000 à 100 000 écoutes par mois. Merci beaucoup, Aline, pour cet échange, pour tes conseils, toute la valeur, ce sourire, ce rire. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton invitation, Justine. Tu as une magnifique voix. Tu devrais faire du podcast. Je pense que ça tirait bien comme média. Je rêvais de faire de la radio. Je rêvais de faire de la radio quand j'étais petite. Je m'enregistrais sur des cassettes. J'ai encore les cassettes où je faisais la météo, le JT, les chansons, tout le bazar. Et du coup, voilà, j'ai ma propre radio. Voilà. J'écrasais les cassettes de Henri Dess. Ma mère était furieuse quand j'étais petite. Je réenregistrais ça avec les petits magnétophones où on avait les micros reliés avec le câble jaune en spirale. Mais oui, complètement. Oui, on avait le même. Mais on avait le même. J'écrasais Mylène Farmer et Henri Dess avec ma voix et mes après-midi en solo. Et ma mère pétait des câbles. Donc voilà, on était prédestinés à faire ça, Justine. Micro rouge et cassette que tu rembobinais avec le doigt. Évidemment. Ou le crayon papier. C'est ça. Voilà. Ouais, je pense qu'on a bien retrouvé le truc. Oh, les boomers, quoi. Effectivement, il n'y avait ni Bluetooth ni Internet sur ce truc. Il y avait des cassettes sur lesquelles il fallait rembobiner, qui faisaient mal en plus avec le rikiki, soyons d'accord. Mais effectivement, on a retrouvé le micro. Effectivement. Il y avait à peine Internet à l'époque. Ouais. Avec le bruit. Les modems. C'est ce que j'allais dire, les bruits de connexion. Tu sais que des fois, on peut le retrouver sur YouTube. Des fois, je le retrouve sur YouTube. Je me le passe juste pour la nostalgie et je me dis... Dieu. Google n'existait pas à cette époque-là, tu vois. C'était ouf. C'est ouf. Non, mais ouf. On avait Adibou. Ouais, Adibou, Adi. Moi, j'avais Marine Malice aussi, le poisson. Bref. Me lance pas là-dessus, parce qu'on peut faire l'épisode spécial nostalgie des années 90. Spécial, on vient de passer les 30 ans, là. C'est bon, voilà, on les a, quoi. L'angoisse. Ça sera un épisode de podcast des 30 ans. Hors série. Voilà, hors série. 30 ans, on les a. Soyons heureux. Et on pourra faire un reminder de ce qui s'est passé dans nos vies. Merci beaucoup, Aline. Et tu reviens quand tu veux, évidemment, porte grand ouverte. Ma jolie voix est prête à échanger avec ta jolie voix également. Donc, tu reviens. Merci, Justine. Puis merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Évidemment. Bye, Aline. À très bientôt. Bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!